J'ai trouvé, par exemple, tout le dossier de naturalisation de mes ancêtres, de mes arrière-grands-parents, qui fourmille de détails très intéressants, très instructifs, très personnels les concernant. Je suis allée à la BNF aussi. À la BNF, j'ai appris beaucoup de choses. Présent, c'est le moment de retrouver notre deuxième invitée de cette matinale. Elle s'appelle Sylviane Serrouillat. Alors là, on passe carrément dans un autre domaine, mais c'est ça qui est aussi charmant dans la programmation de la matinale du Studio Qualita. On va parler d'histoire, la petite histoire dans la grande histoire, quand tout s'en mêle et se mélange pour notre plus grand plaisir. Sylviane Serrouillat, on va dire, est passionnée de généalogie et elle s'est intéressée à l'histoire de sa famille. Comment ses ancêtres qui vivaient à l'époque en Espagne, qui ont été expulsés en 1492, ont pérégriné comme tant d'autres juifs de Tétouan à Oran. C'est toute leur histoire, c'est toute l'histoire du peuple juif de cette région-là que Sylviane Serrouillat nous raconte dans son livre de Moïse de Tétouan, sa mémoire en héritage 1492-1962, des Megourachim à Dimi, puis à citoyens français. Elle va donner une conférence dont nous allons parler. On est ravis de l'accueillir. Bonjour Sylviane. Aussi. Avant de parler de la conférence qui aura lieu le 16 mars à 11h, c'est une conférence gratuite, tout le monde peut se connecter. Vous montez sur le centre communautaire virtuel ou vous tapez tout simplement Qualita sur Google et vous allez avoir accès à tout un tas de conférences, dont celle de Sylviane Serrouillat. Comment tout ça a commencé, Sylviane ? Pourquoi vous êtes-vous intéressée à cette histoire ? Alors, je me suis intéressée effectivement à l'histoire de mes ancêtres, précisément à la mort de mon père en 1999, quand j'ai voulu lui rendre hommage. Et j'ai voulu retenir, disons, son image. Pour moi, son image, j'avais l'impression qu'elle s'évanouissait, donc j'ai voulu la retenir un petit peu et lui rendre hommage à travers lui à tous ses ancêtres. C'est effectivement un travail de mémoire et de reconnaissance à leur égard, puisque ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à eux. Alors, un travail super précis, vraiment, le livre que vous venez d'écrire est vraiment très bien renseigné. D'ailleurs, on va vous demander comment vous avez fait, parce que vous êtes remonté très très loin, pas toujours évident, et je pense que les fans de généalogie vont écouter vos précieux conseils. On parle de tout, quoi. On parle de l'expulsion des Juifs d'Espagne jusqu'à on va dire l'arrivée des Pieds Noirs en France. Comment vous avez fait ? À la mort de mon père, toujours, ça a été le point de départ. Donc, je suis allée dans son bureau, j'ai regardé ses papiers, je me suis interrogée sur la famille. Les papiers que j'ai trouvés, des papiers d'état civil, les photos, tous les documents de famille de ses parents qu'il avait gardés, qu'il avait conservés, m'ont tout de suite interrogée. Bon, ils m'ont appris des choses, bien sûr, mais tout de suite, ça a été sujet à questionnement. Je me suis alors tournée vers des membres de la famille que je connaissais, des anciens, d'autres que je ne connaissais pas, vers lesquels m'avaient mené mes recherches généalogiques. Et ces anciens m'ont éclairé, m'ont apporté mais j'imagine que vous avez dû avoir recours à des sites aussi, parce que c'est vraiment très bien renseigné. Il y a des cartes, il y a des plans, il y a des lignées, il y a beaucoup de choses. Alors, effectivement, les réponses de ces anciens n'ont pas été suffisantes parce qu'elles étaient parcellaires et subjectives aussi parfois. Donc, je me suis tournée vers des sites, vers des centres de recherche comme le CAOM, le CAOM, c'est le centre des archives d'outre-mer qui se trouve à Aix-en-Provence. Le CARAN, le centre d'accueil et de recherche des archives nationales à Paris. Donc là, j'ai trouvé, par exemple, tout le dossier de naturalisation de mes ancêtres, de mes arrière-grands-parents, qui fourmille de détails très intéressants, très instructifs, très personnels les concernant. Je suis allée à la BNF aussi. À
la BNF, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris, par exemple, comment était mort mon arrière-grand-père, dans quelles circonstances. Il y a eu plusieurs articles de journaux en France, en Algérie et même en Espagne qui ont raconté ça. Alors, Donc, et puis, bon, bien sûr, Internet bien a sûr. été un outil formidable pour, voilà, pour Alors, une histoire aller au bout des une recherches. histoire personnelle, évidemment, puisque c'est celle de votre arrière-grand-père, mais c'est aussi une histoire s'inscrit dans la grande histoire du peuple juif de cette région-là. Absolument, effectivement, je raconte deux histoires dans ce livre, deux histoires qui ne sont pas parallèles, mais deux histoires qui se rencontrent, qui s'imbriquent, qui se répondent, qui se font écho. L'une répond à l'autre, l'une éclaire, illustre l'autre. Voilà. Donc, et en fait, voilà, c'est un véritable va-et-vient donc entre la petite histoire, la biographie et la fresque historique aussi, puisque je raconte l'histoire des Juifs qui ont quitté l'Espagne, puisque les ancêtres qui s'étaient installés au Maroc venaient d'Espagne, donc leur installation au Maroc. Et Alors, vous ensuite, parlez surtout beaucoup les d'une ville. raisons pour lesquelles Ils sont partis. ils sont partis en Algérie et quelle a été leur vie en Algérie. Donc, c'est toute cette histoire du peuple juif, de cette partie de la Méditerranée, de l'ouest de la Méditerranée que je raconte ici à travers l'histoire de mon arrière-grand-père. Alors, vous parlez beaucoup d'une ville qui s'appelle Tétouan. Tous les Tétouanais vont sauter de joie voilà, en écoutant votre histoire. Vous expliquez pourquoi cette ville, quelles étaient les traditions à Tétouan et pourquoi il y avait un tel antagonisme entre les Tétouanais, comme on les appelait, et les Oranais, puisque ces Tétouanais sont partis finalement à Oran. Alors, tout ça vous l'expliquez très, très bien. Vous pouvez juste nous mettre l'eau à la bouche en nous racontant quelques anecdotes, peut-être ? Ou en nous parlant. Les Tétouanais se considéraient un petit peu comme la noblesse juive. Ils avaient des traditions judéo-espagnoles qu'ils avaient conservées, jalousement d'ailleurs. Et voilà, donc ils aimaient pas, quand ils étaient en Algérie, quand ils sont arrivés en Algérie, ils n'aimaient pas trop se mélanger aux populations locales qu'on appelait les Oranais. En 1880, par exemple, il y a eu un rabbin, Samuel Nahon, qui a même interdit tout mariage entre les deux communautés. Donc, mais bon, c'est anecdotique dans le livre, hein, je veux dire, c'est pas. Bien sûr, mais bien bon, sûr. ça montre un petit peu la mentalité de ces Juifs d'origine espagnole qui étaient très dans le qu'en dira-t-on, dans l'apparence, voilà. Donc, ils n'aimaient pas, voilà, même quand ils étaient modestes, il fallait qu'ils paraissent bien, qu'ils paraissent riches. Quand ils recevaient, ils sortaient toute leur belle vaisselle. Il fallait en jeter plein les yeux. C'était un petit peu la mentalité de ces judéo-espagnols, de ces Tétouanais. De ces Tétouanais qui sont qui ont séjourné longtemps hein, dans cette ville. Les expulsés des Juifs d'Espagne sont restés combien d'années à Tétouan? Alors, les Tétouanais, les Juifs espagnols à Tétouan, ils sont arrivés évidemment après ce qu'on a appelé le Guérouche, l'expulsion des Juifs d'Espagne en 1492. Et donc, ils sont arrivés en 1492 et ils se sont installés dans cette ville de Tétouan très facilement parce que c'était une ville où il n'y avait pas de communauté juive auparavant. Donc, ils ont retransposé leur façon de vivre telle qu'ils les avaient en Espagne et ils ont vécu là les premières années d'une manière très heureuse. Enfin, bon, c'est vrai qu'au début, ça a été difficile puisqu'ils sont arrivés complètement démunis, mais ils ont vite retrouvé leur aura sociale, leur aura politique, leur aura religieuse aussi. Il y a eu de grands rabbins comme le rabbin Chaim Bibas, par exemple, qui a guidé cette communauté pendant de longues années, qui a fondé une yeshiva. Bon, voilà, donc ils ont vécu de longues années, mais leur situation à Tétouan va vite se dégrader dès la fin du 17, enfin dès les années 1600, 1610, leur situation se dégrade. Alors elle se dégrade en fonction des attaques des puissances étrangères comme l'Espagne, la France et l'Angleterre qui ont des visées sur les côtes espagnoles, sur les villes côtières espagnoles, mais aussi elle va se dégrader à partir des années 1609 quand l'Espagne va expulser
va expulser les moriscos, c'est-à-dire les musulmans convertis au catholicisme. Elle va les expulser d'Espagne et ces moriscos vont partir vers les côtes marocaines, vers les côtes d'Algérie aussi, Alger, Oran. Et donc, à Tétouan en particulier, ils vont s'installer et à ce moment-là, ils vont créer un véritable déséquilibre démographique en leur faveur, en faveur des musulmans, au détriment donc des juifs, et la situation des juifs donc va commencer à se dégrader d'une manière inéluctable jusqu'au 19e et début du 20e siècle. Et c'est pour ça que finalement ils ont quitté Tétouan. Ouais. Que beaucoup de juifs, comme mes ancêtres, vont quitter le Maroc à ce moment-là. D'accord, pour se retrouver en Algérie. Bon, enfin, en tout cas, une histoire passionnante. Vous allez jusqu'en 1962. On se rend compte à travers votre livre que finalement, ces juifs ont toujours vécu très, très proche de l'antisémitisme, en fait, de populations qui ne les voulaient pas, qui ne les aimaient pas. Alors effectivement, l'antisémitisme a toujours existé en Algérie. L'antisémitisme, d'abord, il y a eu quand les Juifs en Algérie vivaient, quand il y avait l'antisémitisme des musulmans, puisque les Juifs étaient des dhimmis, ils étaient dhimmis dans tous les pays arabes, au Maroc d'ailleurs aussi. C'est pour ça qu'ils sont partis du Maroc vers l'Algérie. Donc en Algérie, les Juifs autochtones qui étaient là, c'était des dhimmis. Et ce sont les Français, quand ils sont arrivés en 1830, qui les ont relevés de leur statut de dhimmi. Ils en ont fait les égaux à ce moment-là des musulmans. Donc, ça a été un véritable progrès pour eux, puisqu'ils devenaient les égaux de leurs maîtres. Donc, voilà. Donc, les Juifs en Algérie ont subi l'antisémitisme des musulmans. Et puis ensuite, quand les colons sont arrivés, les colons français sont arrivés avec leurs préjugés anti-juifs moyenâgeux. La même chose pour les immigrés italiens, espagnols, maltais qui venaient avec toute leur tradition antisémite en Algérie, qui étaient traditions antisémites, anti-juives qu'ils vont garder tout au long de la colonisation. Alors c'est vrai, donc cet antisémitisme va s'accentuer au moment des élections quand les Juifs seront devenus français. L'antisémitisme a toujours existé en Algérie. Ça a toujours été un antisémitisme de la part des colons, jamais de la part du gouvernement, des autorités, quoique parfois les autorités étaient complaisantes. Il y a eu effectivement un antisémitisme d'État entre 1940 et 1943, quand les lois scélérates de Vichy ont été établies en Algérie et appliquées peut-être avec plus de vigueur en Algérie qu'en France. Bon, en tout cas, c'est un livre passionnant. Voilà, c'est vraiment une recherche très précise. Je vous engage, si vous êtes de cette communauté, si vos ancêtres viennent d'Espagne, ou même si vous êtes intéressé tout simplement par l'histoire du peuple juif, à écouter la conférence qui sera donnée par Sylviane Serrouillat. Ce sera le 16 mars, mardi 16 mars à partir de 11h. Vous vous connectez sur le site Centre communautaire virtuel Qualita. Voilà, vous tapez ça sur Google et vous aurez accès à la conférence. C'est gratuit, donc vraiment profitez-en. On vous remercie d'abord, Sylviane, de participer et à l'émission et de donner cette conférence. Je suis sûre que vous serez extrêmement suivis. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et j'espère que vous aurez donné envie à plein de gens d'aller plus avant dans cette histoire passionnante. Je vous remercie. Je vous dis à mardi prochain. À mardi prochain, avec plaisir. Voilà, c'était Sylviane Serrouillat. Quant à nous, notre matinale continue tout de suite avec un tout petit peu de retard. La revue de la presse présentée par Daniel Haïk.